Donc je pense que l'IA, c'est très vaste, c'est très puissant, c'est un côté magique que même quand on travaille dans l'informatique, expliquer précisément pourquoi ça marche, c'est très compliqué. Et c'est là où il y a un petit peu le côté magique. C'est pas vraiment magique, hein, bien évidemment, mais c'est un côté fascinant pour moi. Mais il faut cadrer ça, garder en tête, avoir du recul, ce qui est vrai pour tout de toute façon de nos jours. Et avoir ce recul-là, ça permettra de vivre avec d'une façon positive. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Laurent Dorner et j'ai un premier roman qui s'appelle L'homme, la femme, l'enfant et Alma, qui est sorti et qui parle d'une famille dans laquelle se rajoute une intelligence artificielle qui a un rôle particulier. C'est un polar avec un élément d'anticipation où chaque chapitre, c'est un petit peu une clé, un morceau de puzzle qui vient aider le lecteur à se situer ou qui vient un petit peu le troubler, au contraire. Et j'étais vraiment inspiré par la montée des intelligences artificielles. L'intelligence artificielle est-elle une menace ou un nouvel outil? C'est un outil pour tout le monde. J'en ai parlé à l'instant. Pour apprendre, c'est très efficace. Ça peut inquiéter certains professeurs et je le comprends. Et ça n'inquiète pas que les professeurs, ça doit inquiéter un petit peu tout le monde. Parce que c'est une menace dans le sens où c'est un univers qui s'ouvre, un univers fascinant et effrayant et qu'il faut cadrer. On ne peut pas aller à l'encontre. On n'a jamais pu arrêter de nouvelles technologies. Jamais. C'est pas possible. On est dans un monde trop grand, trop compliqué pour que ça arrive. Cependant, on peut le cadrer et on peut militer en quelque sorte pour qu'il y ait ce cadrage-là, pour qu'il n'y ait pas d'abus, pour qu'on prenne la bonne direction quant à l'utilisation de cette technologie-là. Et si on utilise tous de l'IA pour écrire, on va tous produire la même chose ou sur le même ton et ça n'aura pas d'intérêt. Par contre, si on l'utilise pour avoir un regard extérieur, pour faire des recherches, pour discuter, échanger, etc., avoir ce retour-là. Ce que je fais beaucoup, moi, demande beaucoup de bêta-lecture de ce que je produis à des humains, pour le coup. Je commence à le faire à des intelligences artificielles pour avoir ce retour-là, pour voir là où il y a des points faibles. Parce que personne n'est parfait, et ce que vous écrirez, ce que vous filmerez ou autre, ce ne sera jamais parfait, ou ce que vous écrirez en tant que scénario en tout cas, ne sera jamais parfait. Et plus vous aurez des retours externes, qui parfois sont pas pertinents, parfois sont très pertinents, voire un peu blessants, parce qu'on se dit pourquoi j'ai pas vu ça avant. Et cette chose-là, ça permet de perfectionner. Donc l'IA, pour moi, c'est un outil très puissant, mais c'est un outil qu'il faut cadrer, qu'il faut garder en tête, notamment et c'est un des aspects du roman, pour nos enfants, et qui sont exposés à ça, tout comme la régénération d'enfants a été exposée au téléphone portable, ou entre les deux, aux réseaux sociaux, etc. Toutes ces choses-là, il faut éduquer nos enfants et il faut avoir conscience de ce que ça implique, les IA, dans le périmètre de nos enfants. Et qu'ils soient exposés à ça, ça peut être un formidable outil d'éducation, ça peut être aussi un moyen, du moins un danger pour eux d'être exposés à une tierce entité qui peut-être est subjective, qui peut-être a été influencée de par son algorithme, et qui peut-être aussi n'est pas tout à fait dans la réalité, et va peut-être lui dicter des choses comme s'il était un adulte, en supposant qu'il va être capable de répondre, ou qui peut-être nécessite un contexte particulier pour donner la bonne réponse. Les IA ne donnent de bonnes réponses que quand on leur fournit tout le contexte. Sinon, elles vont donner des réponses erronées, parce qu'elles vont errer et ne pas savoir exactement quel est le bon chemin à prendre, et faire parfois même des hallucinations, et ça peut mener à des choses problématiques. Il y a eu des cas où il y a eu des enfants, notamment aux États-Unis, qui ont malheureusement eu un destin tragique parce qu'ils ont créé une relation avec une IA qui n'était pas forcément saine et pas bien monitorée par les parents, sans vouloir émettre de jugement envers ces pauvres parents. Mais parce qu'ils n'étaient pas, peut-être eux, pas sensibilisés à cet aspect-là. Donc je pense que l'IA, c'est très vaste, c'est très puissant, c'est un côté magique, que même quand on travaille dans l'informatique, expliquer précisément pourquoi ça marche, c'est très compliqué. Et c'est là où il y a un petit peu le côté magique. C'est pas vraiment magique, hein, bien évidemment, mais c'est un côté fascinant pour moi. Mais il faut cadrer ça, garder en tête, avoir du recul, ce qui est vrai pour tout de toute façon de nos jours. Et avoir ce recul-là, ça permettra de vivre avec d'une façon positive. Comment créez-vous vos personnages?
Mes personnages, j'ai appris à les construire et j'apprends à les construire au fur et à mesure. Ils se construisent avec l'histoire que je veux raconter et je les construis pour les enrichir parce que c'est pas facile de faire des personnages riches sur les premiers jets même. Et je les construis maintenant en faisant des fiches personnages. C'est quelque chose qui m'intéressait pas forcément à la base, mais qui c'était une erreur, je pense, et que j'ai appris à faire avec ce premier roman-là. C'est de faire des fiches personnages que j'enrichis au fur et à mesure. Ça permet de maintenir une cohérence du personnage, ça permet de garantir une évolution du personnage, et de tout simplement, parce qu'on a toujours des personnages qu'on va moins développer. Je pense que les auteurs, on a tous des préférés, des fois, mais même les personnages secondaires doivent être développés, doivent avoir un arc, doivent apporter quelque chose à l'intrigue, mais pas juste gratuitement. Ça doit être respecter une certaine logique. La logique, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans l'écriture, parce que si elle n'y est pas, je trouve que toute l'histoire s'écroule. Et donc les fiches personnages, c'est quelque chose qui peut paraître redondant à l'écrivain, qui peut paraître fastidieux, mais qui au final, quand ça se fait au fur et à mesure de l'écriture, eh ben, ça permet d'avoir ces garanties-là d'évolution, d'épaisseur de personnages, qui sont vraiment des plus à n'importe quelle histoire. Parce que là, l'histoire, c'est une chose, mais si les personnages qui la vivent sont plats, au final, le lecteur n'accrochera pas. Avez-vous construit l'arc transformationnel de votre protagoniste? Dans 90% des cas, j'ai envie de dire oui. Il y a des personnages qui sont juste des personnages utiles et petits, secondaires, voire tertiaires. Ça peut, à mon avis, être toléré, mais les personnages qui n'évoluent pas de leur point de vue, de leur comportement, tout en respectant leur logique de base, j'ai envie de dire, leur comportement, la façon dont ils sont codés au sens ADN. S'il y a cette logique-là qui est respectée, une évolution, ça apporte un plus et ça apporte du changement. Et le lecteur de nos jours, d'autant plus, mais même avant, mais c'est quelque chose qui se renforce, il a besoin d'avoir quelque chose de nouveau en termes d'intrigue, d'histoire, de personnages qui changent. Parce que de nos jours, on a des capacités d'attention qui, de mon point de vue, se réduisent de par les téléphones, les réseaux sociaux, etc. Et donc, il faut rester sur cette évolution-là pour maintenir un peu captif le lecteur, mais aussi pour tout simplement avoir une direction dans laquelle on va et y tendre. Et ce que j'aime bien, c'est quand tout culmine vers un même point. Et que toutes ces évolutions-là, pas que l'intrigue, mais les évolutions du personnage, font que tout s'imbrique et arrive à cette même conclusion qui je l'espère, et j'y fais très attention, est le point culminant du roman, ou de peu importe. Comment travaillez-vous sur l'intrigue, sur la structure d'un roman? Alors la structure de cette histoire-là, de mon roman, de L'homme, la femme, l'enfant et Alma, elle est très particulière. Je voulais en parler d'une façon qui soit une alternance de points de vue. En fait, c'est d'ailleurs, il n'y a pas des parties dans mon roman, il y a des cycles. Cycle, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'informatique et c'est quelque chose qui revient aussi dans la vie. Et là, je voulais qu'il y ait un cycle, l'homme, le père, la femme, qui est donc la mère, l'enfant, et Alma, qui est l'intelligence artificielle qui vient s'intégrer à cette famille-là. Et donc, on voit leurs points de vue les uns après les autres, et on les découvre. Et on découvre aussi leur subjectivité, leur interprétation des choses. On découvre un peu ce qui s'est passé de cette façon-là. Donc en fait, c'était compliqué parce que la temporalité est remise en question par cette architecture narrative où je ne donne pas les pièces dans le bon ordre, volontairement. Parce qu'on se souvient, c'est des souvenirs au final. Et les souvenirs, on ne s'en souvient pas forcément dans l'ordre. Et parfois, on recolle les morceaux parce qu'on a eu un souvenir qui revient d'un coup. Et on s'est dit, là, j'aurais dû dire ça, ou là, j'ai fait ça, mais pourquoi? Et donc, en recollant ces morceaux-là, je voulais que peu à peu, le lecteur, il soit emporté dans une direction ou dans l'autre, et qu'il soit surpris, et qu'il soit un petit peu, pas manipulé, mais qu'il soit un peu emporté par ces souvenirs-là. Qu'il soit un petit peu la victime, j'ai envie de dire, de ce qu'il voit, et qu'il s'amuse à prendre ces pièces de puzzle,
où j'ai fait des chapitres très courts, parce que je pense aussi que c'est important, dans ces cas-là, d'aller droit à l'essentiel, et d'autres moins courts quand justement il faut développer, mais qu'il ait le loisir de se dire, tiens, ça me rappelle cet autre chapitre où il s'est passé ce point-là. Du coup, je commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Et d'avoir ce rapport cause-conséquence, cette logique-là, je trouve que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'aime retrouver de mon côté, et que j'ai essayé de pousser le plus loin possible pour vraiment emporter le lecteur avec moi dans cette démarche-là. Comment travaillez-vous sur le premier chapitre? Le début d'une histoire, alors ça varie selon les histoires. J'ai plusieurs projets qui commencent différemment, mais le début d'une histoire, ça doit être un point d'accroche. Ça doit être comme ça que le lecteur il doit être vraiment dans une démarche de « j'ai lu ça, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je dois continuer à lire, je dois continuer à savoir, je veux savoir ». Cette démarche-là, c'est curiosité, ça doit activer la curiosité du lecteur. Si c'est pas fait, je pense que c'est un risque, et je pense que c'est compliqué derrière d'apporter, de faire confiance au lecteur pour qu'il aille le plus loin possible dans l'histoire et qu'il arrive à un point d'accroche qui soit un peu plus loin. Parce que de nos jours, il y a tellement de choix qu'il faut se différencier, il faut accrocher le lecteur dès le début, il faut taper fort dès le début, il faut aussi faire passer ce qu'on a envie de dire, avoir initié un petit peu la démarche et tendre, et montrer ce vers quoi on va tendre. Donc c'est capital d'avoir pour moi un premier chapitre qui est marquant et qui ne laisse pas indifférent surtout. Ouais, il ne laisse pas indifférent. Comment travaillez-vous sur le dernier chapitre? Je parlais de la fin en sens large, pas forcément du dernier chapitre. Parce que le dernier chapitre, c'est lui qui doit laisser une trace particulière au lecteur. Mais la fin en général, c'est le point culminant de l'histoire pour moi. C'est là où tout doit être clair pour le lecteur, à part les zones volontairement troubles qu'on veut laisser. Mais en tout cas, c'est le point culminant, l'apogée, et surtout là où on comprend la logique. J'aime bien cet aspect construction. Donc on construit son roman. Et donc le dernier, la fin, ça doit être la dernière pierre, mais la plus importante. Cette pierre, sans cette pierre, la construction n'a pas vraiment de sens, et donc elle doit être particulièrement bien travaillée. Réécrivez-vous beaucoup quand vous travaillez sur un roman? Oui, et non seulement je réécris beaucoup, parce que c'est nécessaire et parce que je pense que c'est très important d'avoir Alors le premier jet, il est ce qu'il est. Les réécritures qui suivent, elles sont aussi pas parfaites. Mais en réécrivant, on découvre des choses et on permet aussi de recouper, de rajouter des éléments et de se rendre compte qu'il y a des éléments qui se recoupent tout seuls. Et ça, c'est très intéressant pour le lecteur aussi, de se rendre compte qu'il y a un élément au chapitre 2 qui est mentionné au chapitre 8, mais pas de façon anecdotique, de façon intéressante et constructive. Et en plus de ça, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est des surcouches. C'est-à-dire que, au-delà des réécritures normales, où on réécrit, etc., c'est de rajouter une couche, peut-être avec un aspect narratif ou du point de vue d'un personnage, ou d'insister sur certains aspects, et de rajouter une surcouche qui font qu'il y a une épaisseur au roman qui le rend peut-être plus vrai, en tout cas je l'espère, et qui le rend plus dense, mais d'une façon construite, d'une façon réfléchie. En fait, c'est ça. Il ne faut pas juste faire de l'épaisseur pour de l'épaisseur, il faut que l'épaisseur vienne s'inscrire parfaitement avec ce qui est déjà présent. Les tropes sont-ils un outil utile ou quelque chose à éviter? À utiliser avec parcimonie, je dirais. Parce que c'est ce qui peut définir certains genres, mais c'est ce qui peut aussi faire nuire à l'œuvre. C'est-à-dire que si on en abuse, au final, on est juste un dictionnaire de tropes, et c'est pas forcément ce sur quoi on doit se concentrer, je pense. Je pense que ce qui doit primer, c'est l'intrigue. Si l'intrigue, elle implique certains tropes, alors ok. Sinon, elle doit absolument avoir la priorité. Et c'est elle qui doit déterminer là où on va. Et si on ne sait pas où elle va,
c'est qu'il faut se poser les questions directement maintenant pour savoir dans quelle direction on veut aller, ce qu'on veut faire dire au roman et ce vers quoi on veut tendre, tout simplement. Avoir vraiment la ligne d'arrivée en point de mire, c'est très important pour moi. Comment voyez-vous l'hybridation des genres narratifs ? Je suis plutôt pour l'hybridation des genres. Je pense qu'il ne faut pas se fixer de limites. Et que là encore, je vais vous faire la même réponse sans grande originalité. C'est l'intrigue qui doit dicter ce qu'on utilise ou vers quoi on se dirige en termes de genre. Après, d'un point de vue purement peut-être marketing, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus dur de marketer un produit au sens large qui est entre deux genres ou qui est sur plusieurs genres que sur un seul genre. C'est une problématique qui m'intéresse moins sur l'aspect marketing. Moi, j'ai envie de rester dans la partie création et donc je me bloque pas à mélanger les genres. Il y a des choses qui sont très bien faites sur du mélange de genres. Et par contre, si c'est mélangé pour mélanger, si c'est gratuit, je pense que c'est une mauvaise piste. Il faut vraiment que l'intrigue et ce qu'on veut dire dicte là où on va. On ne doit presque pas avoir le choix en tant qu'auteur, je pense. On a toujours le choix sur certains aspects, mais sur la ligne finale, sur ce que ça implique, on ne va pas avoir le choix. Quel serait votre conseil à un auteur débutant ? D'écrire, et de ne pas se fixer de limites et d'écrire quelque chose qui le passionne vraiment, qui le prend aux tripes. Pas d'écrire sur un sujet parce qu'il est à la mode, pas d'écrire sur un sujet parce qu'il le connaît. Je pense qu'il ne faut pas se fixer de limites de nos jours en termes de connaissances. On peut tout apprendre très facilement grâce aux intelligences artificielles notamment. Mais ce qui doit guider le narrateur, l'écrivain, peu importe, le scénariste, c'est son histoire, c'est son envie, c'est la passion qu'il ressent pour son sujet. Peu importe le sujet, peu importe le thème, peu importe le genre, il faut qu'il ait envie de raconter cette histoire et cette passion-là. Et j'ai écrit des tas de choses avant ce roman, que j'ai même pas proposé, parce que je les faisais pour moi, par passion, et parce que je pensais pas forcément que c'était aussi digne d'être publié, mais il y a des choses qui peut-être l'étaient, ou que je pense qu'ils l'étaient, mais que j'ai gardé pour moi. Et il faut que la passion guide avant tout, plus que la récompense qu'il peut y avoir derrière, qui est de toute façon très, très rare et très, très compliquée, et pas garantie. Il faut écrire parce qu'on aime, tout simplement. Parce qu'on aime ça. Comment vous êtes-vous formé à la narration et à l'écriture ? Je suis romancier et j'ai eu un passé de scénariste. Mais de scénariste modeste, on dirait non. J'ai fait des courts-métrages aussi, des moyens-métrages, mais dans une démarche suite à une école de cinéma. Et plus généralement, moi, je suis inspiré par dans mon roman, j'ai été plus ou moins élevé à tout ce qui est Agatha Christie, parce que pendant une période de ma vie, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, où dans presque le seul magasin à l'époque, ça a forcément évolué, mais le seul magasin qui vendait des livres que je fréquentais en tout cas, il avait presque que des Agatha Christie. Donc je les ai tous lus au début de mon adolescence. Et ça m'a vraiment passionné d'à chaque fois être surpris, d'à chaque fois d'être manipulé par Agatha Christie et de toujours chercher la solution, en fait. C'était cet aspect résolution de problèmes où je me projetais vraiment dans les personnages en question, par Hercule Poirot, Miss Marple, etc. Et après, j'ai été fasciné aussi par l'univers du cinéma, mais aussi des séries télé, où je trouve qu'il y a des choses vraiment très intéressantes en termes narratifs qui ont été faites avec des films qui m'ont beaucoup marqué, Taxi Driver notamment, même si c'était une narration peut-être plus linéaire que d'autres films, comme Fight Club, que je trouve sensationnel et qui a des résonances actuelles particulières. Donc tout cet aspect construction d'une histoire et emmener le lecteur ou le téléspectateur dans un périple où il a envie d'en savoir plus. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires ? Les histoires, elles servent à plusieurs choses, à mon avis. Elles servent à faire passer un message, à faire réfléchir, plutôt que faire passer un message, d'ailleurs.
à faire réfléchir. Parce que faire passer un message, ça implique d'avoir un point de vue qu'on veut imposer. C'est pas ma démarche, et je pense pas que ce soit une démarche forcément efficace. Quand quelqu'un a une opinion déjà prédéterminée, la meilleure façon, c'est de se mettre à sa place, c'est de se demander pourquoi il pense ça et de le faire réfléchir. Et essayer de le faire évoluer s'il y a raison d'être. Mais donc, c'est de faire réfléchir le lecteur et de l'évader aussi, de le faire se projeter, de le faire oublier peut-être sa réalité ou de lui faire découvrir des nouvelles choses. De vraiment l'emporter avec nous, là où on veut, parfois un petit peu le balader pour pouvoir après le surprendre, mais en tout cas lui faire vivre un moment à la fois enrichissant et à la fois divertissant, tout simplement. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel ? La première réponse qui m'est venue à cette question, c'est des histoires qui font réfléchir, justement. Des histoires qui amènent les gens à avoir une réflexion, à avoir une démarche qui implique d'avoir du recul, qui implique d'avoir une analyse qui est nécessaire aujourd'hui pour discerner le vrai du faux, pour se faire ses propres opinions, pour ne pas se faire influencer, pour évoluer positivement, s'adapter, apprendre. C'est des choses qui peuvent être perdues, c'est des choses basiques. Si on ne fait pas attention, si on ne fait pas travailler son cerveau avec des films, avec des livres, avec peut-être des mots croisés ou autres, peu importe, avec des choses qui vont nous faire tout simplement évoluer et nous remettre en question aussi. Ça, c'était ma première réponse et je pense que, tout comme tous les médias ont une nécessité, ou un intérêt, ils portent à divertir, à amener une évasion. En fait, l'écriture, pour moi, c'était un exutoire, c'était quelque chose qui me servait à m'évader, tout simplement, à oublier certaines choses que je voulais, ou certains moments qui étaient difficiles pour moi. Et je me plongeais là et j'existais plus vraiment, j'existais qu'à travers cette histoire-là qui remplaçait quelque part ma vie, le temps de l'écriture, mais qui m'apportait ça. Et je pense qu'on a tous des moments dans notre vie où on a plus ou moins besoin de cet aspect-là, de cet exutoire, de cette façon de vivre autrement, par un intermédiaire, par une histoire.